La drépanocytose est une maladie qui ne se soigne pas. C'est une maladie orpheline, ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement pour la drépanocytose. Déjà, je commence par dire merci. Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Je suis mademoiselle Bana Fiticiaran. Je suis inspecteur central du Trésor et je suis fondatrice de 2 associations, notamment Jeunesse avant tout, qui est une association qui fait dans le loisir, et l'association Dressi qui fait dans la sensibilisation et la lutte contre la drépanocytose. Et je suis drépanocytaire homozygote, c'est-à-dire que je suis SS. Je sais que je suis drépanocytaire depuis l'âge de 19 mois. J'ai un écart de 18 avec ma maman et elle m'a eu très jeune. Mais lorsque j'ai eu 1 mois de vie, pour des raisons professionnelles, elle m'a envoyée chez sa mère et j'ai grandi au village avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais au village, ma grand-mère raconte que je faisais beaucoup de maladies, j'étais assez maladive et que j'avais du problème à marcher, j'étais tout le temps pâle. Et quand je suis arrivée à Libreville en vacances avec ma grand-mère, j'ai fait ce qu'on peut appeler plus tard une crise. Et ma mère m'a emmenée à l'hôpital pédiatrique de Vendo et j'étais suivie par le professeur, le défunt Gaouma. Et c'est là-bas qu'il a demandé à me faire une numération pour voir mon taux d'hémoglobine. Certainement, je présentais des signes d'anémie. Et le résultat a été sans appel, j'étais très anémiée. Il a demandé une confirmation avec un test d'électrophorèse. C'est le test que l'on fait pour savoir si on est drépanocytaire ou pas. Et le test a décelé que j'étais drépanocytaire homozygote, donc SS. Avant de répondre à cette question, je vais expliquer de manière très synthétique la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire. On l'hérite de ses 2 parents. Moi, je suis SS et j'ai hérité des 2 gènes S de mes parents. Il y a d'autres qui... donc mes parents sont AS chacun. Il y a d'autres qui sont AA parce qu'ils héritent du gène A de leurs parents et d'autres sont AS parce qu'ils héritent l'un des gènes de leurs parents, c'est-à-dire A et S. Dans mon cas, j'ai hérité des 2 gènes SS de mes parents. La drépanocytose est une maladie de la douleur. On fait beaucoup de crises douloureuses, ce qu'on appelle les CVO, crises vaso-occlusives. Et quand on est drépanocytaire, on est sujet aux infections de tout genre, c'est-à-dire des os, de l'organisme. Donc on est très fragile sur ce point-là. Et la drépanocytose n'a pas affecté ma vie négativement parce que c'est quelque chose que je connais depuis que j'ai 19 mois. Et du coup, je suis en phase avec mon traitement depuis bébé. C'est des gestes que j'ai appris à faire depuis petite. On m'a appris juste qu'il fallait prendre des médicaments. Je faisais sans même savoir ce que je prenais, pourquoi je le faisais. Donc la difficulté au quotidien n'est pas trop dure à ressentir. Et aussi, la seule difficulté, c'est au niveau des effets secondaires parce qu'on prend beaucoup de médicaments. On peut prendre un médicament pour calmer les douleurs et il nous donne mal à l'estomac, par exemple. Donc, on est obligé de prendre le médicament de la douleur et le médicament de l'estomac. Sinon, c'est beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de fatigue et sujet à beaucoup d'infections. Mais sinon, au quotidien, ça va. D'accord. La drépanocytose est une maladie qui ne se soigne pas. C'est une maladie orpheline. Ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement pour la drépanocytose. Et les recherches actuelles, au cours de ces dernières années, on voit quelques avancées, notamment au niveau de la greffe de la moelle osseuse. Mais il y a beaucoup de contraintes parce qu'il faut être compatible avec son donneur. Et ensuite, le coût de ce traitement n'est pas à la portée de tous. C'est pour certains des traitements expérimentaux. Donc à l'heure actuelle, la drépanocytose ne se soigne pas. Mais par contre, j'ai développé ce que j'appelle l'hygiène de vie, avec ce qu'on appelle à Dressi, l'association Dressi, les règles d'or du drépanocytaire. Les choses à faire au quotidien, c'est-à-dire beaucoup s'hydrater. Surtout en cette période de chaleur, il faut beaucoup s'hydrater, boire en moyenne 3 litres d'eau par jour. Il ne faut pas être exposé à la chaleur. Il faut porter des vêtements amples. Il faut avoir ses vaccins à jour. Il faut voir son médecin régulièrement. Pas besoin d'attendre en temps de crise d'aller voir le médecin. Une simple fatigue peut nous alerter et on va voir le médecin. Un simple coup de froid peut nous alerter, on va voir le médecin. Il faut avoir une hygiène irréprochable corporelle et il faut beaucoup s'alimenter, mieux s'alimenter, ne pas manger dehors, ne pas manger tout ce qui n'est pas sain. Donc c'est ce que j'appelle les règles d'or du drépanocytaire. Parce que
de traitement à parler pour la drépanocytose, il n'y en a pas. Quand nous sommes en crise, on nous donne des antidouleurs qu'on donne à tout le monde, même au non-dré. Et le traitement, il n'y en a pas. Donc on est obligé de faire avec l'hygiène de vie. L'hygiène de vie aide beaucoup à mieux aller au quotidien. Non, la drépanocytose ne peut pas être un obstacle à mon épanouissement parce que, comme je disais, c'est une maladie innée. Je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas subi les phases de... vous savez, quand on a une maladie, quand on est grand, on a souvent des phases d'annonciation, on nous annonce la nouvelle. Ensuite, on a une phase d'acceptation, on accepte la maladie. Ensuite, on doit être en phase avec le traitement, accepter le traitement. Avec la drépanocytose, vu que c'est inné, je ne suis pas passée par ces phases-là. Et ce n'est pas un obstacle pour moi. Le seul obstacle, c'est quand je suis en crise. Quand je suis en crise, je dois me reposer, je dois pleurer, je dois subir des hospitalisations. Donc c'est le seul obstacle. Mais dès que je sors de là, je reprends le cours de ma vie normale. Donc c'est pas un obstacle. Quand je peux, je fais. Quand je peux pas, je fais pas. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Donc je ne vais jamais laisser la maladie être un obstacle. J'ai commencé en disant que j'étais inspecteur central du Trésor. C'est pour montrer un peu mon chemin avec la maladie. Quand il fallait étudier, et si je suis malade, je ne peux rien faire. Quand il fallait être hospitalisé, je n'ai pas le choix, mais quand il faut étudier, j'y vais. Et aussi, je donne des cours de musique aux enfants le samedi. Donc c'est pour dire que je laisse pas je ne joue pas la malade, je vis ma vie et je fais ce que je veux. Tant que ça me permet, tant que mon traitement, les effets secondaires me permettent de le faire, je le fais. Non, la maladie ne m'empêche pas d'avoir une vie amoureuse. J'ai un amoureux. Le seul mot que je peux dire, c'est de connaître le statut de son partenaire. Quand on commence à... J'ai pas dit de faire le test au premier rendez-vous, hein. Non. Quand on commence à se connaître et quand on sent que ça commence à aller mieux, il faut proposer à l'autre de faire son test. Parce que le test se fait une seule fois. C'est comme le groupe sanguin. Je sais que je suis O+, ça restera à vie. Si je fais mon électrophorèse, je sais que je suis AS, ça restera à vie. Donc, c'est de dire à l'autre en face que moi, je suis drépanocytaire et je veux que tu fasses le test pour voir si on a des chances d'être ensemble. Après ça, il y a d'autres aussi qui connaissent et qui assument, mais je trouve quand même que c'est assez difficile déjà de voir ce que je vis au quotidien, d'où je viens et puis dire qu'un bébé va subir ça, donc je ne préfère pas. Je suis très sélective sur le choix de mes partenaires en rapport avec le résultat de leur test. En fait, cette question me fait un peu rire parce que déjà, pour ma part, les gens ne croient pas quand je dis que je suis drépanocytaire. Ils ne croient pas simplement, c'est à cause de l'ignorance parce qu'on est habitué à voir le drépanocytaire avec les yeux jaunes. Si quelqu'un a les yeux jaunes, peut-être il a la jaunisse, pourquoi mettre ça toujours à la drépanocytose? Si on se dit souvent que le drépanocytaire, il a les petits membres, il a le gros ventre, mais certainement c'est une malformation de naissance, pourquoi mettre ça à la drépanocytose? Donc quand je dis aux gens que je suis drépanocytaire, ils ont tendance à rigoler parce qu'on est habitué avec les stéréotypes que le drépanocytaire ne vit pas longtemps, le drépanocytaire il va vite mourir, il a ceci, il a cela, faut pas toucher, faut pas taper, faut pas... Non. Quand je dis aux gens que je suis drépanocytaire, et quand je vois la mine qu'ils font, moi, ça me fait rire, en fait. Non, mais après, ça passe et je suis obligée d'expliquer, réexpliquer, parce que c'est à mon avantage de dire que je suis drépanocytaire. Quand je suis avec mes amis et que je commence à me sentir mal, du coup, ils savent quoi faire. T'as ton médoc avec toi? Est-ce que t'as ton médoc avec toi? Est-ce que tu as pris avant de sortir? Donc, moi, ça me fait un peu rire, mais j'aime dire que je suis drépanocytaire. Et j'incite les autres aussi à le dire parce que ça permet d'être mieux traité en fait. La drépanocytose est une maladie du sang. C'est une maladie qui touche l'hémoglobine. Donc en rapport avec la journée mondiale du don de sang, c'est un très bon rapport parce que le sang c'est une forme de traitement chez nous. Vu que nous sommes très anémiques, des anémies chroniques, on a besoin du sang et des fois on descend à 4, 6, 5 quand nous sommes en crise. Donc on a besoin de transfusions sanguines et c'est notamment le sang du cou. On va faire d'une pierre deux coups. J'incite les gens à faire le don de sang parce que franchement ça sauve des vies, on en a besoin. Et pas que pour la drépanocytose, il y a des femmes enceintes qui en ont besoin, il y a d'autres, des accidentés de la route qui en ont besoin. Donc vraiment, si tout le monde pouvait participer à ça, ce serait plaisir. On ne donne pas le sang, on reçoit votre sang et votre sang nous aide à aller mieux, votre sang nous sauve des vies. Il est important de
de faire son test, son électrophorèse, pour connaître son statut. Ça permet de rencontrer, quand on rencontre quelqu'un, de déjà savoir. Et ensuite, ces personnes-là, elles se retrouvent avec les enfants drépanocytaires parce qu'elles ne connaissent pas. Elles disent, mais pourquoi on m'appelle tout le temps, mais pourquoi mon enfant est drépanocytaire, pourtant moi je ne suis pas drépanocytaire. Je dis, comment tu sais que tu n'es pas drépanocytaire? Est-ce que tu as fait ton test? Donc aux personnes qui ne connaissent pas la drépanocytose, ça peut arriver à tout le monde. Même si on ne l'est pas, demain on peut avoir un enfant drépanocytaire. Donc allez-y faire vos tests électrophorèse. Je crois qu'il est pris en charge par la CNAMGS. Et dans les grandes structures, je pense qu'avec la CNAMGS c'est gratuit, dans les structures publiques, je veux dire. Ensuite, aux mères drépanocytaires. C'est la même chose. Pourquoi elle se retrouve avec un enfant drépanocytaire? C'est parce qu'elle ne connaît pas la drépanocytose. Je disais tout à l'heure que j'avais un écart de 18 ans avec ma mère, c'était très jeune, parce que dans les années 80, on n'entendait du tout pas c'est quoi la drépanocytose. C'était déjà, même quand on avait un enfant drépanocytaire, on pensait aux vampires, on pensait aux mauvais sorts, on pensait à l'arc-en-ciel, le serpent qui suce le sang de mon enfant. Donc c'est réel, la drépanocytose est réelle. Et quand vous avez un enfant drépanocytaire, l'association Dressi est là pour vous donner des conseils au quotidien. L'enfant est déjà là, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste se mettre avec les gens qui savent la maladie et qui vont vous accompagner. Et ensuite, aux drépanocytaires, j'aimerais dire, parce qu'il y a des drépanocytaires qui ne connaissent pas la maladie. Ils sont souvent très dans leur coin, très seuls dans leur coin. C'est pas l'idéal. Nous sommes là, l'association est là, et puis voilà, chacun partage son expérience et ensemble on arrive à avoir certaines idées, certaines astuces qui permettent d'aller mieux au quotidien. Donc je souhaite faire en sorte que chacun s'approprie le terme de faire son test d'électrophorèse, vu que ça reste à vie. Et même ça devrait être obligatoire. Je sais déjà que c'est obligatoire pour ceux qui se marient et je sais aussi que ça se met déjà dans les carnets de santé, mais quand on se marie, c'est mieux, mais quand c'est déjà dans le carnet de santé, c'est que l'enfant il est déjà né drépanocytaire. Donc moi, si je connais mon statut, je rencontre une chérie ou un chéri, je dis, bah, maman, voilà mon électrophorèse et le tien. Ça permet de quand même essayer, parce qu'il en est 300 000 enfants drépanocytaires chaque année dans le monde. Et là, au Gabon, aujourd'hui, je ne sais même pas c'est quelle est la province la plus touchée par la drépanocytose. On ne sait même pas combien d'enfants naissent au Gabon drépanocytaires. On ne sait pas, en fait, il n'y a rien. Et je me dis que si on commence par mettre le test de l'électrophorèse obligatoire, c'est quand même un bon début déjà pour essayer de voir par la suite comment aller dans ce sens, de voir comment ne pas naître chaque année ce grand nombre. Parce que 300 000, c'est vrai que c'est dans le monde, hein, mais c'est quand même déjà, pour ma part, c'est beaucoup. Donc je veux dire, inciter aux gens de faire le test de la drépanocytose. Faites aux enfants, ça reste à vie, ça ne va pas changer. Je suis SS, ce sera comme ça toute ma vie. Je suis AA, ce sera comme ça toute ma vie. Donc c'est un peu ces conseils-là que je voulais donner aux uns et aux autres. Bonjour, je suis Dr Chitoussama Bilkis, médecin gynécologue au Centre diagnostique de Libreville. Merci pour l'opportunité de parler de ce sujet important. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle est une journée importante car elle vise à sensibiliser les gens sur les problèmes que rencontrent les femmes du monde entier et les filles en matière de menstruation. Ces problèmes sont liés notamment à la salinité, aux produits d'hygiène menstruelle, à la stigmatisation, à la discrimination et à certains problèmes de santé associés. La menstruation est un phénomène physiologique, donc naturel, qui se déroule en 3 à 7 jours en moyenne. Pendant cette période, les femmes peuvent être sujettes à certains problèmes de santé
telles que les douleurs abdominales, les crampes, la fatigue, l'anémie, les sautes d'humeur. Et lorsque les femmes ne disposent pas d'une bonne hygiène aussi menstruelle, elles peuvent être sujettes à des infections bactériennes et d'autres problèmes de santé. Donc, pour maintenir une bonne hygiène menstruelle, les femmes doivent avoir recours aux produits d'hygiène menstruelle tels que les tampons, les serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles. Ces produits doivent être régulièrement changés, notamment toutes les 4 à 6 heures pour éviter les infections. Maintenant, en dehors, il faudra que la toilette se fasse de façon régulière avec de l'eau et du savon doux, éviter les produits parfumés et les douches vaginales. Je conseillerais aux femmes d'avoir toujours à portée de main des produits d'hygiène menstruelle et de les changer régulièrement, de se laver les parties intimes avec de l'eau et du savon doux, d'éviter les produits parfumés et les douches vaginales. Il est important que les femmes ne se sentent pas stigmatisées ou discriminées à cause de leur menstruation et qu'elles sachent qu'elles ont le droit de mener une vie saine et normale. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis le médecin Santi Choufonon, médecin généraliste traitant au centre diagnostic de Libreville. Alors, l'hypertension artérielle est une maladie déjà chronique et grave qui est due à une augmentation de la pression sanguine au niveau des artères. Il est important de la prévenir parce que cette maladie peut occasionner plusieurs dommages, notamment au niveau des organes nobles tels que le cerveau, le cœur et le rein. Donc, cette hypertension-là peut entraîner plusieurs conséquences et il peut augmenter également le risque de survenue de maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et l'insuffisance rénale chronique. Alors, il existe 2 types de facteurs de risque de l'hypertension artérielle. On a les facteurs de risque qui sont non modifiables et les facteurs de risque modifiables. Parmi les facteurs de risque non modifiables, il y a déjà l'âge, il y a le sexe masculin qui prédomine le plus souvent. Il y a également l'hérédité parce qu'il existe des causes héréditaires dans la survenue de l'hypertension artérielle. Et dans les facteurs de risque modifiables, on a principalement le tabac, la consommation excessive d'alcool. On a également l'obésité, la sédentarité qui favorise la survenue de l'hypertension artérielle. Il existe plusieurs mesures pour prévenir l'hypertension artérielle. Notamment, il faut avoir une alimentation saine, riche en fruits et légumes. Il faut pratiquer une activité physique régulière, réduire la consommation de tabac et d'alcool et également lutter contre le stress. Le traitement de l'hypertension artérielle inclut le changement de mode de vie. Il faut déjà respecter certaines mesures hygiéno-diététiques, donc pratiquer une activité physique régulière, réduire la consommation de sel et aussi on a également des traitements médicaux qui sont prescrits en fonction du type d'hypertension artérielle et du grade. La journée mondiale contre l'hypertension artérielle est une journée qui est vraiment très importante parce qu'elle permet de sensibiliser les populations sur l'hypertension artérielle. Elle permet également de sensibiliser les gens sur
sur le fait d'adopter des modes de vie sains. Et aussi, les populations peuvent s'impliquer en prenant régulièrement leur tension artérielle et en respectant leur traitement pour ceux qui sont déjà hypertendus. Bonjour, je suis Dr Fernandez Ondoa, médecin généraliste et médecin-chef de la clinique Centre Diagnostic de Nkok. Alors, nous pouvons dire que le paludisme, c'est une pathologie infectieuse causée par un parasite du type Plasmodium qui est transmis à l'homme par le biais d'une piqûre de moustique, vecteur appelé l'anophèle femelle. En ce qui concerne le diagnostic du paludisme, dans la pratique courante, nous avons trois arguments. Nous avons des arguments épidémiologiques et en ce qui concerne le traitement préventif, c'est l'ensemble des mesures qui devront être prises pour éviter que le patient ne soit en contact avec l'anophèle femelle et donc éviter en quelque sorte que le patient ne contracte le paludisme. Effectivement, en ce qui concerne les personnes à risque de contracter la maladie, c'est-à-dire le paludisme, nous avons premièrement les enfants de moins de 5 ans. Il faut le dire, les enfants de moins de 5 ans représentent quand même 80% des cas de décès dus au paludisme dans le monde. Pour lutter contre le paludisme, le Centre Diagnostic de Nkok propose des dépistages de paludisme et également une sensibilisation des populations dans le cadre du traitement préventif. En ce qui concerne le traitement préventif, il faut dire que il s'agira de communiquer énormément sur les différents moyens pour pouvoir éviter la maladie. Le patient aussi doit vraiment se responsabiliser et à ce niveau, c'est dormir sous la moustiquaire imprégnée et porter des vêtements longs en soirée pour éviter de s'exposer aux piqûres de moustiques.
Je suis M. Libala, technicien de labo à la maison de santé de proximité, communément appelée Néomède, située à l'Ascension de Nzangu. Dans le parcours patient, le premier intervenant est le médecin généraliste. Dès que le patient arrive, il est reçu tout de suite par un médecin qui prend en charge le patient, qui prend des paramètres. Les paramètres, c'est quoi? C'est la prise de tension, la prise de température, et éventuellement la prise de poids. Donc, une fois ce parcours terminé, le médecin va dresser un bilan, soit un bilan biologique. Et c'est à ce moment que le technicien du laboratoire intervient parce que le patient il va arriver au laboratoire pour faire un certain nombre d'analyses. Et c'est sur la base des analyses, bien entendu, qu'on va découvrir éventuellement s'il y a une pathologie que le patient traîne et dont il avait ignorance.